Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2026, la Cour d'assises de Paris a condamné en appel le Rwandais Eugène Rwamucyo à 27 ans de réclusion criminelle après l'avoir reconnu coupable de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité commis lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous allons parler de ce verdict contre Rwamucyo, mais aussi du bilan des procès pour génocide contre les Tutsis, lesquels ont été organisés par la justice française. Avant de parler de ces procès, l'on pourrait se demander pourquoi ces procès sur le sol français. Le génocide et les crimes contre l'humanité qui sont situés à la cime de l'échelle de gravité des crimes ont été rendus imprescriptibles. Leurs auteurs peuvent ainsi être poursuivis sans limitation dans le temps, ils peuvent aussi être poursuivis sans limitation dans l'espace. Où qu'ils se trouvent, quand ils sont identifiés, ils doivent pouvoir être jugés. C'est la communauté internationale elle-même, avec la création des tribunaux internationaux et le principe de compétence universelle, qui prend en charge et organise la répression de cette violence de masse qui dépasse toute échelle, qui heurte les consciences non seulement dans le pays où elle s'est déroulée, mais aussi dans le monde entier. Pour parler du bilan des procès pour génocide contre les Tutsis en France, débutons par le dernier procès à la Cour d'assises de Paris, où comparaissait en appel Eugène Rwamucyo condamné à 27 ans de réclusion criminelle. Mais qui est d'abord le docteur Eugène Rwamucyo? Eugène Rwamucyo est né le 6 juin 1959 à Gatondé, dans l'ancienne préfecture de Ruhengeri, actuellement en province du Nord. Il est médecin spécialiste en médecine du travail, en hygiène environnementale et industrielle et en toxicologie. Pendant le génocide commis contre les Tutsis en 1994, il était directeur du Centre universitaire de santé publique de Butare, une institution rattachée à l'ancienne Université nationale du Rwanda. Le 2 septembre 2009, le tribunal Gacaca d'Ongoma à Huye l'a condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité après l'avoir reconnu coupable d'avoir créé des groupes de tueurs ayant encouragé la mise en œuvre du génocide, fourni du matériel destiné à commettre des massacres et organisé l'enlèvement des femmes et des jeunes filles Tutsis dans le but de les soumettre à des viols. Le 17 octobre 2009, Eugène Rwamucyo a été suspendu de ses fonctions de médecin au centre hospitalier Sandra-Venois de Maubeuge à la suite d'une notice d'Interpol le mettant en cause pour sa participation présumée à la préparation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. En avril 2010, il a été définitivement licencié de cet établissement, puis s'est installé en Belgique. Le 26 mai 2010, le docteur Eugène Rwamucyo a assisté aux funérailles de Jean Bosco Barayagwiza, où il a été interpellé. Le 15 septembre 2010, après 113 jours de détention provisoire, les magistrats de la Cour d'appel de Versailles ont rejeté la demande d'extradition vers le Rwanda et ont ordonné sa remise en liberté. En 2013, les juges d'instruction de Paris l'ont mis en examen pour participation à une entente en vue de commettre le crime de génocide, participation du génocide, complicité de génocide, avant de le placer sous le statut de témoin assisté. En octobre 2020, les juges d'instruction français puis la Chambre de l'instruction, en septembre 2022, ont ordonné son renvoi devant la Cour d'assises de Paris pour y être jugé des chefs de génocide et de crimes contre l'humanité. Le 30 octobre 2024, la Cour d'assises de Paris l'a condamné à 27 ans de réclusion criminelle, le déclarant coupable de complicité de génocide, de complicité de crimes contre l'humanité. Il a fait appel de cette condamnation et le procès en appel s'est tenu du 9 juin au 17 juillet 2026, confirmant ainsi la peine initiale de 27 ans de réclusion criminelle. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, nous résume ici les chefs d'accusation qui pesaient contre Eugène Rwamucyo. Essentiellement, il y a deux grands chefs d'accusation qui le concernent. Il y a d'abord la question de l'enfouissement des corps. Il faut savoir que le docteur Rwamucyo a participé à l'enfouissement des corps dans la préfecture de Butare, et cela sur 10 sites différents. Il y a 10 fosses communes qui concernent son intervention, que ce soit à Butare même, Taba, l'Arboretum en face de l'hôtel Faucon, ou Guichanvou,
et encore Kabouyé à Andorra. Donc ça, c'est le premier chef d'accusation. Et puis, il y a aussi le fait que le docteur Guamutio est présenté comme un grand idéologue très proche de la CDR, donc le parti extrémiste, et en particulier à cause du discours qu'il a tenu, l'intervention qu'il a faite lors de la visite de Jean Kambanda à Boutaré le 14 mai 1994, où Jean Kambanda est venu mobiliser les intellectuels pour participer au génocide. Vu la gravité des crimes et les chefs d'accusation qui pesaient contre Guamutio, le journaliste et écrivain français Jean-François Dupaquier estime qu'il aurait été plutôt poursuivi bien avant par l'ancien TPIR, le tribunal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie, tout comme les grandes dignités du gouvernement génocidaire en 1994 au Rwanda. Quand je dis que Guamutio figurait parmi les 40 principaux organisateurs du génocide et que le tribunal pénal international a convoqué 92 témoins, vous voyez, je pense que les mathématiques sont assez claires. Et je ne sais pas pourquoi il a échappé au tribunal pénal international, de même que son principal lieutenant, Vincent Tezimana, dont il est à peu près évident qu'il est l'auteur des 10 commandements du Hutu. Ce texte des 10 commandements, il a une telle importance en raison de toutes ses conséquences, et notamment du martyre des femmes Tutsis pendant le génocide. Ce qui est une spécificité du génocide des Tutsis, c'est le martyrologue des femmes, que la place de Vincent Tezimana, comme celle de Jeanne Guamutio, aurait dû être devant le tribunal pénal international. Et malheureusement, cette affaire a un petit peu échappé aux juges belges quand il a été traduit devant la cour d'assises en 2001, qui lui ont infligé une peine de 12 ans de prison extrêmement faible par rapport à ses responsabilités, aussi bien comme idéologue qu'à Boutaré pendant le génocide, où il est accusé d'avoir tué lui-même, ou fait tuer directement un nombre indéterminé de Tutsis. Eugène Guamutio a donc été condamné à 27 ans de réclusion criminelle au terme des semaines de travail intenses et des débats qui des fois duraient jusqu'à tard dans la nuit. Maître Richard Gisagara, l'un des avocats des parties civiles dans cette affaire, indique qu'il a fallu travailler main dans la main avec le parquet pour aider les jurés à comprendre le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et le rôle qu'a joué Eugène Guamutio. Nous nous sommes relayés en tant qu'avocats des parties civiles pour porter la voix des victimes, donc des faits pour lesquels M. Guamutio est jugé. Pour rappel, la Cour estime à plus de 200, à peu près 200 000 personnes qui étaient tuées à Boutaré. Nous avons essayé donc de faire amener devant la Cour leur mémoire. Nous avons également parlé donc des parties civiles, les rescapés que nous représentons. Nous avons indiqué à la Cour qui ils sont, ce qu'ils vivent actuellement, les conséquences des actes dont M. Guamutio doit répondre devant la Cour, les conséquences de ces actes sur les parties civiles que nous représentons. Et puis, nous avons également fait valoir devant la Cour leurs sentiments, leurs attentes de la justice depuis plus de 32 ans et jusqu'à aujourd'hui. Et après, nous avons préparé les réquisitions de Madame le procureur. Nous avons essayé donc de les préparer parce que ce n'est pas à nous en tant qu'avocats des parties civiles donc d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé, mais nous pouvons aussi aider Madame l'avocate générale, le représentant du parquet, à apporter cette preuve de culpabilité. Dans nos plaidoiries, nous avons démontré à la Cour que M. Guamutio était une personne imbue de l'idéologie génocidaire avant le génocide. Et puis après, nous avons démontré son implication dans le génocide commis à Boutaré, notamment sa participation dans les conseils préfectoraux de sécurité, et puis après dans l'enfouissement des corps. Et nous avons également démontré que même après le génocide, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le dernier acte du génocide qui consiste à nier le génocide. Et donc, nous avons expliqué tout ça à la Cour. Le parquet a pris le relais pour présenter ses réquisitions. Elle a été implacable, de 9h jusqu'à vers midi, donc un peu plus de 3 heures. Elle a pris la parole pour apporter la preuve de la culpabilité de M. Eugène Guamutio. Donc, il a parlé, il a expliqué, il a exposé
son idéologie génocidaire. Il a indiqué, il a expliqué à quel point il était extrémiste et son implication et sa proximité avec tous les extrêmes dès son séjour en Russie, puisqu'il a fait ses études en Russie, où il était responsable du MRND. Puis il a expliqué qu'à son retour, il a adhéré au parti CDR et il a apporté la preuve. Nous avons notamment une preuve écrite qui est un document qui est issu des archives du TPIR. Il était ami de Jean Bosco Baleaguiza, qui était le président de la CDR. D'ailleurs, c'est l'enterrement de cette personne où il a été arrêté à l'enterrement de cette personne. Et donc, Madame l'avocate générale a apporté la preuve donc de cette idéologie génocidaire d'Eugène Rwamucyo avant le génocide et pendant le génocide. Il a également apporté la preuve donc implacable de son implication pendant le génocide sur notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa participation au conseil préfectoral qui était en charge de préparer le génocide et de le mettre à exécution. Les tables rondes qu'il a organisées, notamment pour harmoniser le langage du gouvernement génocidaire, tout ça dans le but de cacher l'ampleur et l'existence des massacres et l'ampleur des massacres. Il a également apporté la preuve donc de ça, son implication dans l'enfouissement des corps qui a été fait dans le but tout simplement de cacher qu'il y a eu des massacres et de cacher l'ampleur de ces massacres. Puis, Madame l'avocate générale a également parlé de l'attitude de Monsieur Rwamucyo au cours du procès et tout au long de son exil après le génocide, où il s'est livré à des propos négationnistes, des propos qui ont blessé les parties civiles et les victimes que nous représentons. Et il a également démontré que tout ça fait partie donc de son idéologie et de sa participation avant, pendant et après le génocide. Et après, Madame l'avocate générale a demandé à la Cour et aux jurés de reconnaître M. Eugène Rwamucyo coupable d'abord de participation à une entente à vue de commettre le génocide, de le reconnaître coupable de génocide en tant qu'auteur principal, de le reconnaître coupable de crimes contre l'humanité, mais en tant que complice. Et il a demandé, au bout du compte, une peine de réclusion criminelle à 30 ans. Pour l'association des rescapés du génocide Ibuka, la condamnation de Rwamucyo est un soulagement, en particulier les rescapés de l'ancienne préfecture de Butare qui ont connu de très près Eugène Rwamucyo. L'association Ibuka comme une organisation qui représente les survivants du génocide commis contre les Tutsis et qui lutte contre ses conséquences, y compris la justice, a reçu avec soulagement la condamnation en appel de Rwamucyo Eugène. La condamnation hier de Rwamucyo Eugène peut nous rappeler son comportement dès que le génocide a été commis. Quand il a quitté le pays, à l'étranger, il se présentait comme un politicien, mais beaucoup plus grave, comme un négationniste. Un négationniste, quand il a été interpellé, il a commencé à plaider non coupables jusqu'à la dernière minute. Autrement dit, en plus de la commission du génocide, il s'est montré comme quelqu'un qui souhaitait perpétuer le même crime en rasant la mémoire des victimes, en allant contre la vérité historique, par contre qui est de renommée internationale. Autrement dit, nous avons été vraiment soulagés et nous voyons que c'est un bon outil, non seulement contre l'impunité, mais également contre le négationnisme qui flaire partout dans le monde. Pour les survivants du génocide qui se trouvent à Butare et qui ont confronté le tueur Rwamucyo directement, ont été également bien soulagés. Vous savez, la cour était composée par les simples paysans français. Autrement dit, les victimes ont été contents que non seulement le pays, le Rwanda, la France sont du côté des victimes, mais également la simple population aussi a écouté avec une oreille attentive aux crimes dont ils ont été victimes. L'association Ibuka déplore tout de même la lenteur de la poursuite des suspects génocidaires en cavale, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays dans le monde. Il est tristement remarquable qu'il y a encore beaucoup de génocidaires
qui sont un peu partout dans le monde, que ce soit dans les pays voisins, les pays européens et ailleurs, et qui ne sont pas encore interpellés, qui n'ont pas été encore devant la justice. Autrement dit, cela montre qu'il y a tout un travail judiciaire à mener aux côtés des parquets nationaux de par le monde entier pour récupérer le temps perdu. 32 ans après, on remarque qu'il y a des témoins qui meurent, il y a des victimes qui meurent sans avoir la justice, mais également ceux-là qui ont commis le génocide et qui meurent sous la soi-disant innocence. Autrement dit, il faudrait mettre en place des tribunaux spéciaux pour récupérer le temps qui est déjà perdu. S'il ne faudrait pas envoyer extrader ces génocidaires, qu'ils soient condamnés dans leurs pays respectifs où ils ont été accueillis. Mais je pense qu'il faut faire les deux. Il faut faire l'extradition, mais en même temps, il faut aussi les condamner là où ils sont, et ce qui pourra au moins le doubler l'effort. Eugène Rwamucyo a vu la peine initiale de 27 ans de réclusion criminelle confirmée en appel. Mais alors, quelle différence entre les deux procès? Maître André Martin Karongozi, qui a assisté à toutes les audiences dans cette affaire, explique. C'est vers minuit 30 que nous avons entendu le verdict qui a été prononcé par le président de la cour d'assises, qui a de nouveau condamné M. Rwamucyo à 27 ans de réclusion criminelle. Et c'est donc une confirmation de la décision qui avait été prise en 2024 contre M. Rwamucyo. La première différence entre le premier procès et celui-ci, c'est que M. Rwamucyo avait au premier degré 2 avocats. Et maintenant, en appel, il en avait 7. Autre changement majeur, c'est que, alors qu'il comparaissait libre au premier degré, il était donc en prison quand il a comparu devant la cour d'assises en appel. Ce qui a certainement influencé sa stratégie, dans la mesure où au premier degré, lui était plutôt dans la négation des faits et dans la négation même du génocide. Maintenant, au niveau de l'appel, très probablement pour tenter d'influencer en sa faveur la décision, il a accepté de s'incliner devant les morts, devant aussi les victimes de temps en temps, mais fondamentalement, il a campé sur sa position. La belle illustration, c'est qu'il nous a bien dit qu'il était toujours en faveur de la politique prônée par la Coalition pour la défense de la République. Et voilà donc, en tant qu'avocat, intervenant en faveur des intérêts des victimes, je suis heureux que la Cour d'assises a de nouveau confirmé la décision qui avait été prise de la même manière au premier degré. Pour Maître Karongozi, la condamnation de Rwamucyo en appel est aussi très significative. Fondamentalement, une décision comme celle-là est une décision qui devrait en tout cas apprendre à d'autres fauteurs de criminels, à d'autres criminels, à faire marche arrière, parce que la décision tombe 32 ans après les faits. M. Rwamucyo, très probablement en 1994, ne s'imaginait jamais qu'il serait poursuivi pour les faits qu'il a commis. Et donc c'est un avertissement, c'est une prévention, et c'est aussi une bonne leçon pour la jeunesse rwandaise, ou alors d'autres jeunes qui voient ce qui se fait dans le monde, qui peuvent réfléchir 2 fois à tout point de vue s'ils voudraient s'inscrire dans des démarches comme le terrorisme, etc. Maître Karongozi estime aussi que ce verdict est très impartial et sert d'exemple.
Voilà donc un procès qui a été très impartial, étant donné que la cour qui a jugé M. Rwamucyo est une cour constituée de magistrats professionnels français et du jury issu de la population française, le jury qui est constitué par des membres tirés au sort sur les listes électorales. Et voilà ce qui est un couronnement de ce qu'on appelle la compétence, les lois de compétence universelle, les lois qui doivent en tout cas montrer le bel exemple que les criminels de droit international, crimes contre le génocide, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, entre autres, ne devraient pas pouvoir se réfugier nulle part dans le monde. Maître Domitille Philipart, avocate du collectif des partis civils pour le Rwanda, estime que ces procès pour génocide à la Cour d'assises de Paris permettent de connaître la vérité judiciaire, bien qu'ils reposent essentiellement sur des témoignages pris isolement longtemps après les faits. Les gens qui ont été traumatisés peuvent avoir certains souvenirs qui ont été refoulés et qui ne vont pas réussir à ressortir tels quels, des périodes de leur existence pendant le génocide qui sont très floues, mais la mémoire traumatique fait aussi qu'ils vont avoir parfois ce qu'on appelle une hypermnésie, c'est-à-dire se souvenir très très bien de certaines choses qu'ils ont vues, de certaines choses qu'ils ont entendues. Et ça, leur mémoire va le garder très frais, même si on est 30 ans après les faits, parce que c'est une mémoire traumatique de choses qu'ils ont vécues dans leur chair, dans leur corps, et qui va rester très présente dans leur mémoire. Le journaliste et écrivain français Jean-François Dupaquier n'est pas surpris par la confirmation de la peine de 27 ans de réclusion contre Rwamucyo. Ce sont des intellectuels très solidaires, très compétents, la plupart bénéficiant d'un doctorat. C'est le cas de Rwamucyo, c'est le cas de Naïmana, c'est le cas de Jean Bosco Barayagwiza, c'est le cas de Ntezimana, etc. Ce sont des intellectuels, ils sont tout à fait responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils font. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, une organisation à l'origine de plusieurs plaintes contre les suspects génocidaires se trouvant sur le sol français, tout en se félicitant de l'effort de la justice française, déplore tout de même la lenteur des procédures judiciaires qui, selon lui, ne permettra pas de mettre la main sur tous les présumés génocidaires ayant trouvé cavale en France. Un point de vue partagé par Maître Domitille Philipart, avocate du CPCR. Vous savez qu'en France, après un procès d'assises, on a aussi la possibilité, les accusés ont la possibilité de faire appel, donc ça double les procédures. Et à ce rythme-là, il est bien vrai que toutes les personnes contre lesquelles nous, au collectif des partis civils, nous avons déposé plainte, ne seront pas toutes jugées. Il y en a déjà 2 qui sont décédés, d'autres sont très âgés. Donc effectivement, on ne peut que reprocher cette lenteur de la justice. Mais qu'est-ce qu'il faut y faire ? Je pense qu'il faudrait changer peut-être le fonctionnement de cette justice, pouvoir regrouper par exemple plusieurs affaires qui seraient jugées en même temps, ou bien envisager une autre forme de cour d'assises qui ne ferait intervenir par exemple que des professionnels et non pas des citoyens tirés au sort. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y aurait urgence à faire évoluer cette justice. Le temps qui passe, on le dénonce de manière assez régulière, même si ces crimes sont imprescriptibles. Le temps qui passe fait qu'il y a des témoins qui sont morts, des rescapés qui sont morts, et puis les accusés aussi, eux, peuvent mourir avant d'être jugés, avant que la justice ne passe, et certains vont disparaître alors même qu'aucune décision judiciaire ne sera prise à leur égard. Bien sûr, la justice qui prend trop de temps, c'est un problème pour les victimes et pour les rescapés. Depuis 2014, 8 Rwandais ont été jugés en France pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il s'agit de Pascal Simbikangwa, condamné à 25 ans de réclusion criminelle, d'Octavien Nyenzi et de Tito Barahira, condamné à perpétuité, Claude Muhaimana, condamné à 14 ans de réclusion criminelle, Laurent Wikibaruta, condamné à 20 ans de réclusion, mais décédé en 2023 avant le début de son appel, Philippe Atekima Namanié, condamné à perpétuité,
Sostene Munyemana, condamné à 24 ans de réclusion criminelle, et Eugène Rwamucyo, condamné, lui, à 27 ans de réclusion. 32 ans après le génocide commis contre les Tutsis, les procès se tiennent encore, en France, à des milliers de kilomètres des lieux de fait. Comment devient-il possible de juger les crimes commis il y a plus de 3 décennies? Maître Domitille Philippard, avocate du collectif des parties civiles pour le Rwanda, explique. Juger un procès comme ça 29 ans après les faits, ce qui nous le permet, c'est l'imprescriptibilité de ces crimes. Ils sont imprescriptibles tellement ils sont graves. On parle du crime des crimes, le génocide. Et donc on part du principe qu'on peut les juger quel que soit le délai qui s'est écoulé. Alors matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés. Surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend quand même beaucoup de personnes. Ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage eh bien, ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Maître Richard Gisagara, avocat des parties civiles dans ces procès pour génocide contre les Tutsis, estime que les jugements rendus donnent un message fort au monde entier en général et aux suspects génocidaires en particulier. Pour ma part, le message qui est envoyé aux présumés génocidaires, c'est le même que celui qui était envoyé dans les premières décisions qui ont été rendues. C'est de rappeler aux présumés génocidaires que le génocide est un crime imprescriptible, que quelle que soit la durée, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, ils ne seront jamais en paix tant qu'ils n'auront pas rendu compte à la justice. Que ce soit à 25 ans, 20 ans ou 18 ans, ils ne seront jamais tranquilles. La justice, peut-être certains, évidemment, pourront sans doute échapper à la justice, mais ils ne seront jamais tranquilles. Partout ils seront recherchés et les uns après les autres, ils auront à rendre compte à la justice des hommes, quel que soit le temps, quel que soit le pays où ils se retrouvent. Je pense que c'est ce message-là que la justice envoie par cette condamnation. Le gouvernement du Rwanda salue les efforts de la justice française à poursuivre les suspects génocidaires se trouvant sur le sol français. Le gouvernement rwandais a toujours souhaité que le procès de génocide puisse avoir lieu soit au Rwanda ou bien dans tout État, comme le prévoit la Convention sur le génocide de 1948. Les États signataires de la Convention ont des obligations. L'obligation de juger sur place dans le pays où le suspect s'est réfugié. Et puis deuxièmement, l'obligation d'extrader si l'État le souhaite. Donc c'est sur choix. Alors nous, ce que nous souhaitons, c'est les deux choses. Soit l'État juge le suspect génocidaire, soit l'État l'extrade au Rwanda. Alors, la France actuellement a refusé d'extrader les génocidaires au Rwanda. Il y a une décision de la Cour de cassation qui va dans ce sens, qui a autorité de la chose jugée. Mais la France, depuis une dizaine d'années, depuis 2012 précisément, a mis en place un système de poursuite et de répression qui nous satisfait, dans la mesure où il existe au sein du parquet antiterroriste de Paris une cellule, un pôle qu'on appelle pôle génocide et crimes contre l'humanité, qui est composé de juges d'instruction, de magistrats et de gendarmes spécialisés qui mènent des enquêtes internationales. Ils viennent régulièrement au Rwanda, ils récoltent des preuves, des indices et construisent des dossiers de façon professionnelle. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, deuxièmement, cela permet de pouvoir avancer les jugements. Et au fur et à mesure des années, ces jugements même apportent des fruits intéressants au niveau de la qualification et au niveau de la reconnaissance des faits. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les suspects, les personnes poursuivies ont été reconnus coupables. Et nous observons dans le jugement du docteur Eugène Rwamucyo la qualification
a été une qualification qui appuie non seulement le génocide, mais également le crime qu'on appelle entente en vue de commettre le génocide. C'est une infraction qui démontre que le régime qui était au pouvoir au Rwanda en 1994 a eu l'intention de planifier le génocide et que les autorités se sont entendues entre elles, se sont entendues pour mettre en place en exécution ce plan. Et cela est un signe important pour les négationnistes qui, jusqu'à aujourd'hui, il y en a pas mal, qui disent que le génocide commis contre les Tutsis n'est pas prouvé, du fait qu'il n'y a pas le plan de son exécution n'a pas été prouvé. D'une part, le génocide ne nécessite pas nécessairement l'existence d'un plan, mais plutôt l'existence de l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, national, racial, religieux. Et parmi les crimes qui composent le génocide, il y a l'entente en vue de commettre le génocide, et cette infraction a été retenue pour Rwamucyo. Cela démontre l'importance des enquêtes qui sont menées professionnellement, parce que lorsque les indices sont collectés, ça permet en même temps de pouvoir qualifier les crimes retenus ou bien qui peuvent être retenus sur base de ces indices-là. D'ailleurs, nous nous réjouissons parce que de voir que la France actuellement accélère du moins l'instruction des dossiers qui sont déposés devant les juridictions françaises. Mais c'est un problème qui concerne le monde entier, parce qu'on a des États où le Rwanda a envoyé des mandats d'arrêt mais qui n'agissent pas. Et donc il faut savoir dire des choses qui sont positives, et nous sommes sur ce plan-là bien satisfaits des progrès réalisés en France, et nous en profitons en même temps pour solliciter le même élan chez d'autres États qui ont des mandats d'arrêt internationaux lancés par l'organe de poursuite national du Rwanda. Et en même temps, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, évidemment, lorsque le temps perdure, il y a le dépersement des preuves. Les témoins, il y en a beaucoup qui malheureusement meurent ou d'autres vieillissent. La mémoire aussi s'efface parce qu'un crime qui a eu lieu il y a 30 ans, on ne peut pas se rappeler de tous les détails, et les accusés en profitent. Lorsque, évidemment, la personne et la victime ou le témoin ne peut pas se souvenir de tous les détails, cela profite à l'accusé, à la personne poursuivie, raison pour laquelle nous insistons pour que tous les États puissent assez rapidement constater que 30 ans plus tard c'est trop, et qu'il faut donc faire tout ce qui est possible pour au moins juger les dossiers qui sont déjà instruits, et deuxièmement accélérer les dossiers en instruction afin qu'ils puissent être traduits en justice assez rapidement. On a vu un autre danger, c'est que même les accusés, lorsqu'ils dépassent un certain âge, malheureusement, ils prétendent qu'ils n'ont pas de capacité mentale pour pouvoir être jugés en justice. Ce fut le cas de Félicien Kabuga. Et lorsque des experts affirment réellement que la personne n'est pas en état d'être jugée, on est obligé de constater cette affaire-là et de s'incliner. Donc il faut absolument, tous ces exemples montrent qu'il faut absolument agir vite dans l'intérêt de la justice. Les efforts de la justice française de juger les présumés génocidaires s'inscrivent dans la lignée de la volonté affichée par l'État français de lutter contre l'impunité et de construire des relations franco-rwandaises sur la vérité des faits, tel qu'affirmé par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite au Rwanda en 2023. Nous avons décidé, dès le printemps 2018, de donner le signal d'un rapprochement entre nos deux pays, guidés par la même volonté de regarder en face notre histoire, mais de construire aussi l'avenir pour les jeunes générations. Vous aviez accepté l'invitation de vous rendre à un salon sur le numérique et l'innovation. Et en 3 ans, nous avons franchi ensemble plusieurs étapes et levé plusieurs obstacles. Parce qu'il fallait passer par un examen de vérité. C'est ce que nous avons fait en confiant à une commission d'historiens présidée par le professeur Vincent Duclerc un travail approfondi de recherche et d'analyse sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Je salue le travail remarquable, indépendant, transparent, qui a été accompli par les membres de cette commission. C'est en effet la plus rigoureuse indépendance
qui les a accompagnés pendant les 2 ans de travaux qu'ils ont eu à conduire. Et ce travail, qui a également été mené du côté du Rwanda, nous permet aujourd'hui d'avancer vers une histoire partagée et surtout d'en ouvrir une nouvelle page. J'ai dit ce que j'avais à dire tout à l'heure sur le génocide des Tutsis, sur la responsabilité de la France. Et vous avez comme poursuivi ces mots avec les vôtres en disant mieux que je n'aurais pu le dire, et peut-être parce que c'était à vous de le dire, que ce que nous nous devons, c'est la vérité, plutôt que de chercher à nous débarrasser d'un passé qui ne passait pas. Un génocide ne s'excuse pas. On vit avec. Et un pardon ne s'exige pas. Qui serais-je pour le faire? Ma conviction, c'est qu'avec la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, je vous devais une chose, je nous devais une chose. C'est d'essayer de retranscrire la vérité telle qu'elle apparaît aujourd'hui et de reconnaître notre responsabilité pour ce qu'elle est. Et ce chemin de reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure est, je pense, celui qui nous permet de continuer à faire route. Je partage tout de ce que vous avez dit, cher Président, aussi de la prévention des génocides à venir et de la responsabilité que la compréhension du passé nous confère dans les temps présents. Alors que nos efforts en matière de lutte contre l'impunité des génocidaires rwandais présumés résidant en France commencent à porter leurs fruits, ils vont être à nouveau renforcés au cours des prochains mois, parce qu'il ne saurait y avoir de réconciliation durable sans justice. Le président Macron a réitéré la détermination de son pays à poursuivre en justice les présumés génocidaires réfugiés en France à l'occasion de l'inauguration du mémorial national en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. C'était le 2 juin 2026 à Paris. Et le rassemblement d'aujourd'hui doit nous rappeler aussi tout le soin que nous devons y mettre. Chemin de vérité. Dans un monde où les empires parfois ont la tentation de falsifier l'histoire, dans ce moment aussi où le passé est un champ de bataille, dire la vérité est plus que jamais nécessaire. C'est la condition de la paix. Et tous ceux qui, y compris aujourd'hui encore, dans votre région, nient cette vérité, prennent le risque du retour de la guerre. D'abord, nous devons continuer d'écouter la parole des survivants. Ces dernières années encore, la justice française a poursuivi son travail, il le fallait. Mais ce que vous avez dit pour conclure tout à l'heure, Madame, est juste. Et nous allons y veiller. Des procès se sont tenus, d'autres enquêtes se poursuivent. Personne n'est ni ne sera au-dessus des lois. Et à celles et ceux qui pensaient avoir trouvé sur notre sol le refuge du temps ou l'abri de l'oubli, la justice française s'est trouvé les moyens de répondre. Aucun crime contre l'humanité ne peut bénéficier de la prescription ou de l'impunité. Aucun. Et je le redis avec force, justice sera rendue. Et je salue à ce titre le travail inlassable des associations de parties civiles qui jouent un rôle fondamental dans ce processus, le travail des avocats, le travail des magistrats. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, se félicite du pas franchi dans les relations entre le Rwanda et la France, ainsi que le travail de vérité accéléré en particulier par le président Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a laissé entendre alors qu'il procédait à l'inauguration du mémorial pour génocide contre les Tutsis à Paris. Il était aux côtés de son homologue français, Emmanuel Macron. The events of the genocide against the Tutsi are within
living memory. Les événements du génocide perpétrés contre les Tutsis sont dans la mémoire vivante. Et donc, le travail de mémoire commence nécessairement avec leur travail. Les survivants vivent des souvenirs, non seulement grâce aux blessures visibles du corps, mais aussi grâce aux blessures indéniables de l'esprit qui se transmettent à nous grâce à leurs témoignages. La mémoire devant nous est puissante, car elle met la vérité en pierre et la protège de l'insouciance du temps en instruisant le vivant. Ce n'est pas une validation, car rien n'est nécessaire. Confronter les responsabilités historiques nécessite du courage, car cela génère opposition de ceux qui ont un cas à répondre. Vous avez besoin d'un sens fort de l'humanité pour le voir. Monsieur le Président, je vous remercie de tous vos comptes, de votre courage et de votre humanité. Il y a 5 ans, vous avez pris un risque et vous êtes venu à Kigali après la sortie de 10 rapports indépendants. L'un commissionné par votre gouvernement, l'autre par le Rwanda. Et vous êtes arrivé à des conclusions similaires. De 2014 à 2026, 8 Rwandais ont été jugés à la Cour d'assises de Paris pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et tous les procès se sont terminés par des condamnations. Aucun acquittement n'a été observé jusqu'à ce jour.